Chers amis de TV Liberté, bonjour, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons traiter d'actualités européennes et européistes. Et pour ce faire, nous recevons déjà un ami de grand angle, un ami de TV Liberté et également, à titre personnel, du Cercle Aristote, Romain Bessonnet. Romain, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes spécialiste de l'espace post-soviétique. Vous avez, entre autres, publié aux éditions Jean-Cyril Godefroy le tome 1 des dits et écrits de Vladimir Poutine, traduit et commenté par vous. Et donc, je voulais qu'on poursuive un peu notre échange sur ces zones de l'Est et qu'on commence justement par un rebond sur ce qu'on appelle, à tort ou à raison, la crise entre l'UE et la Pologne, donc sur la suprématie ou la non-suprématie du droit européen par rapport aux constitutions nationales. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce qui est arrivé entre Bruxelles et Varsovie ? Ce qui est arrivé, en fait, c'est que la Pologne a adhéré à l'Union européenne, comme chacun sait, en 2004. Et lorsque la Pologne a adhéré à l'Union européenne, eh bien, son ordre juridique a intégré l'ordre juridique de l'Union. Et dans l'ordre juridique de l'Union, le droit de l'Union supplante toutes les normes, y compris la norme constitutionnelle. Dans l'ordre juridique interne, c'est la Constitution qui est au-dessus des normes internationales, normalement. Et dans la Constitution polonaise, il y a une sorte de concurrence entre les deux, étant donné que la norme constitutionnelle polonaise et les normes internationales sont mis à peu près au même niveau. Mais la Cour constitutionnelle, il y a un affrontement depuis plusieurs années entre l'Union européenne et le gouvernement de Varsovie, donc depuis que le parti Droit et Justice est au pouvoir, sur la problématique de la nomination des juges et de l'âge de mise à la retraite des juges. Il faut savoir que le gouvernement actuel au pouvoir à Varsovie souhaitait abaisser l'âge de la retraite obligatoire des juges pour pouvoir en changer un certain nombre, parce qu'il les accusait d'avoir été formés à l'époque communiste ou bien d'être possiblement coupables de liens avec l'ex-pouvoir communiste. Bref. Donc, la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie par la Commission européenne de ce problème et elle a invalidé les lois du gouvernement polonais, arguant du fait que l'indépendance des juges est essentielle au fonctionnement du marché intérieur, et donc elle a tiré les traités pour avoir son mot à dire en fait sur les processus de nomination et de mise à la retraite des juges. Donc ça, c'est le fond de l'affaire. Et le gouvernement à Varsovie a dit mais ça, la justice n'est pas une compétence de l'Union. Et donc, ou alors quand c'est une compétence ou que ce soit, c'est un pilier où on a une procédure à l'unanimité, donc il n'y avait pas de texte, et donc le gouvernement de Varsovie a saisi la Cour constitutionnelle pour dire dites-nous si ces décisions sont conformes à la Constitution polonaise. Et la Cour de justice et le tribunal constitutionnel à Varsovie a dit le droit de l'Union est supérieur au droit polonais, y compris constitutionnel, dans les domaines prévus par les traités. Mais en dehors de ces domaines, lorsqu'il y a une législation qui est prise, soit par voie de principes émis par la Cour de justice, ce qui est le cas présent, soit par des actes législatifs de l'Union, eh bien dans ces cas-là, la souveraineté du droit polonais donc est conservée, parce qu'on est hors du champ du traité. Ça vient à l'encontre du principe du droit européen, qui est que le droit européen est supérieur en toute matière, et que depuis l'arrêt AETR de 1973 ou 1975, quand l'Union prend une compétence, eh bien, cette compétence ne peut pas être reprise par les États sans le consentement de l'Union. Et ça, donc, c'est un principe qui est de jurisprudence constante dans le droit européen. Et donc, on a ce mini bras de fer actuellement entre Varsovie et Bruxelles sur ce point-là. Pour moi, ça ne va pas aller très loin. Il faut savoir que même
à partir du moment où le Premier ministre Morawiecki, qui est le chef de l'exécutif polonais, dit nous, on ne sortira pas de l'Union européenne quoi qu'il arrive, et que la Pologne, contrairement à la France, nous, on est créditeur net du budget européen, c'est-à-dire on donne plus qu'on reçoit. Hein. On perd de l'argent. On perd de l'argent. Environ, je crois, la balance, ça doit faire dans les... je ne me rappelle plus les chiffres, mais c'est plusieurs milliards, en tout cas, c'est sûr et certain. Pour les Polonais, le solde est positif. C'est-à-dire que eux, c'est 11 milliards par an qu'ils ont de plus que ce qu'ils renvoient au budget de l'Union. Et donc, la Pologne se retrouve dans une situation où si la Commission européenne lui met des amendes, elle aura la possibilité de les prélever sur les subventions donc qu'elle envoie au budget polonais. Ce sera des pertes nettes pour le budget. Voilà. En rappelant, mon cher, que comme l'Union ne produit rien, oui. Ces fonds de transfert qui transitent par la Commission sont payés par le contribuable français et le contribuable allemand, majoritairement, et un peu le contribuable italien. Point. On est d'accord là-dessus. Alors, les Italiens, il faut savoir qu'ils étaient en balance nulle jusqu'à il y a 4 ans. Et maintenant, effectivement, ils sont devenus contributeurs nets au budget, comme la France. L'Allemagne s'est aménagé un mécanisme de correction, comme ils disent. C'est-à-dire qu'ils vont payer pour les 5 prochaines années moins que ce qu'ils devraient. En fait, on leur a fait un chèque pour qu'ils acceptent le plan de relance. Idem pour les Néerlandais. Idem pour les Néerlandais qui devraient contribuer beaucoup plus au budget, mais on leur verse 2 chèques. Donc, alors qui sont les jaunes ou les jaunes cocus de cette affaire, mon cher ? Ce sont les Français. Ah bah tiens. Les Français beaucoup et les Italiens un peu. Ah bon, donc voilà. Et ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont les Britanniques, parce qu'ils ne contribuent plus au budget. Ah. Alors qu'ils étaient 2e contributeur net après l'Allemagne, et maintenant c'est la France. Donc, en réalité, pour être tout à fait précis, les amendes communautaires pèseraient sur de l'argent qui avant tout vient de Paris. Oui. Voilà. En fait, l'argent européen est de l'argent volé à la France. Voilà, dans l'instant T, ça va mieux en le disant. Or, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'un comique de répétition ? Parce que moi, depuis que je travaille sur l'actualité européenne, ça va faire quand même bien plus d'une dizaine d'années, et depuis l'élargissement, on a un sketch à intervalles réguliers de dirigeants de pays d'Europe de l'Est que tout le monde applaudit parce qu'ils prennent le ministère de la parole. Bruxelles tire sur la laisse, et ensuite tout le monde rentre au panier, et tout le monde croit qu'il s'est passé quelque chose. Est-ce que c'est une vue de l'esprit ? Est-ce que ça se passe comme ça ? Et si oui, comment ça s'explique ? Alors, cela s'explique pour 2 choses. Premièrement, les pesanteurs historiques. C'est-à-dire que typiquement, la façon dont Viktor Orban a les réflexes conditionnés du dirigeant communiste hongrois János Kadar vis-à-vis de Moscou. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pense, l'image qu'on a donnée de János Kadar après la révolution hongroise, c'était celle d'un personnage falot, complètement aligné sur les soviétiques et qui avait mis son pays en coupe réglée pour le compte de Moscou, ce qui est complètement faux. János Kadar était quelqu'un qui passait son temps à aller mordre les mollets de Moscou, à dire attendez, là, vous savez, la société hongroise, elle est convalescente, si on ne fait rien, on aura une nouvelle révolution, donc augmenter mes quotas de pétrole à tarif réduit, voire même à prix d'amis, voire même gratuit, augmenter les transferts, les quotas de gaz gratuits, etc., pour financer en fait le bien-être des Hongrois qui avaient au sein du bloc de l'Est matériellement une situation quand même enviable, bien plus enviable que celle des Roumains ou des Polonais par exemple. Eh bien ça, c'était le résultat d'une politique de János Kadar qui était une politique de retenez-moi où je fais un malheur. Et on mord la ligne rouge pour montrer qu'on n'est pas content.
espérant en cela obtenir des subsides, des prébendes, des privilèges. Eh bien, Viktor Orban, il fait comme ça. C'est-à-dire qu'il a rompu effectivement avec la pratique de ses prédécesseurs sociodémocrates comme Gyula Horn, qui, eux, appliquaient, je dirais, avec entrain, les volontés bruxelloises. Lui a pensé, comme Papandréou, par exemple, en Grèce aussi, à une époque, qu'il était plus rentable d'avoir un discours de rupture avec l'Union européenne, de mettre de l'emphase là-dedans pour que la bureaucratie bruxelloise prenne peur et qu'elle fasse des concessions, notamment en termes de subventionnement de la Hongrie. Ça, c'est une première chose. Et puis, effectivement, quand vous regardez en fait les votes de la Hongrie au Conseil, c'est-à-dire le dur, le tangible. Le tangible. Sur 50 votes, vous en avez, si vous prenez, voilà, j'ai regardé avant de venir, sur 100 votes, eh bien, la Hongrie, elle vote pour sur plus d'une trentaine de votes, elle s'abstient sur une dizaine, et elle vote contre sur une dizaine. Donc, vous voyez qu'on est très loin d'être sur une politique de la chaise vide ou une politique d'affrontement avec Bruxelles ouvert. Surtout que quand on regarde ces votes-là, entre 2010 et 2013, il y a eu 0 vote contre. C'est-à-dire les 3 premières années du retour de Viktor Orban, vous n'avez rien eu en termes d'affrontement avec Bruxelles, en termes d'affrontement, je dirais, dur, avec des votes. Et même les votes contre, en général, de Viktor Orban, en fait, ne sont pas des votes bloquants. C'est-à-dire qu'ils votent contre, mais sur des textes qui ne sont pas à l'unanimité. Moi, je vais prendre un exemple simple. Vous prenez la décision relative au mandat de l'Agence européenne des droits fondamentaux, qui a quand même en son sein la lutte contre le racisme, la lutte contre la xénophobie, les droits des immigrés et les droits des demandeurs d'asile. Théoriquement, sur un mandat comme ça, c'est-à-dire que c'est les compétences, les domaines sur lesquels va agir cette agence européenne, normalement, le gouvernement hongrois, il aurait dû grimper au rideau. C'était en 2018. À une époque où toute l'Europe disait que Orban était le chantre de la lutte contre l'immigration. Décision à l'unanimité. Donc, la Pologne avait droit de veto, la Hongrie avait droit de veto. Aucune des deux n'a mis son droit de veto, ils ont tous les deux voté pour. Alors qu'ils auraient pu bloquer l'action de l'Agence européenne des droits fondamentaux. Ils ne l'ont pas fait. Voilà. Et je pourrais vous citer un nombre incalculable de textes là-dessus, comme sur le code frontière Schengen, par exemple, où, pareil, le gouvernement de Viktor Orban n'a pas voté contre. Donc vous avez tout un tas de textes sur le dur, où, en fait, quand on voit l'action de Viktor Orban, on voit que c'est du déclamatoire, plus qu'on rentre dans les faits. Deuxième chose, le problème que me pose Viktor Orban et les dirigeants du PiS polonais, c'est qu'ils ne sont pas dans une... c'est que ça laisse croire qu'on peut avoir une politique de souveraineté, de reprise du contrôle, sans avoir une politique de puissance. Si vous regardez sur tous les grands indicateurs de la puissance économique par exemple, la Hongrie est un pays qui se désindustrialise désindustrialise au même rythme avant et pendant le mandat de Viktor Orban. Même chose en Pologne. Si la Pologne s'était industrialisée dans les premières de 2000 à 2010, depuis 2010, la Pologne, quels que soient les gouvernements, a une tendance à se désindustrialiser. D'ailleurs, au profit de l'Allemagne, qui maintient sa base industrielle. Et ça, c'est une donnée factuelle, tangible. Le trend, on le voit très bien. Malgré des hauts débats, etc. Mais la tendance lourde, c'est une désindustrialisation depuis 2010 de ces deux pays. Deuxième chose, quand ces deux pays cherchent à avoir des technologies de souveraineté, ils ne vont pas voir la France. Ils vont peut-être voir l'Allemagne 1 ou 2 fois, et encore, mais c'est surtout les États-Unis. Vous allez, par exemple, la Pologne a un projet de centrale nucléaire. Eh bien, on sait aujourd'hui, par plusieurs quotidiens économiques européens, alors, pas les quotidiens français, mais le Wall Street Journal, par exemple, a dit que l'appel d'offres était calibré pour que Westinghouse, le fabricant américain de centrales nucléaires, ait
le marché. Voilà. C'est pas EDF, c'est pas Rosatom, ça m'aurait étonné, mais c'est Westinghouse, c'est l'américain, pour donner des gages au maître, à la puissance tutélaire de la Pologne. Quant à la Hongrie, effectivement, du point de vue de sa politique étrangère, elle a une conception, je dirais, un peu plus équilibrée, mais quand même, quand vous regardez à qui appartient le système bancaire hongrois, il appartient à des banques allemandes ou autrichiennes, ce qui revient à peu près à la même chose. Quand vous regardez dans l'industrie, les industries qui subsistent en Hongrie, en fait, sont toutes des sous-traitants de groupes industriels allemands, beaucoup, autrichiens un tout petit peu. Et donc, vous voyez que ce pays, en fait, n'a pas les moyens... Viktor Orban, le premier reproche que moi je pourrais lui faire, c'est qu'il ne s'est pas donné les moyens de la puissance et de l'indépendance nationale. Il a une indépendance nationale et une souveraineté nationale uniquement dans les mots et dans le verbe. Pas dans les votes, pas dans les institutions européennes, et pas non plus dans la réalité, c'est-à-dire qu'il n'a pas réarmé son pays industriellement. Et enfin, dernier point, parce qu'il faut qu'on soit clair, la Hongrie a sur le papier un solde migratoire positif, aujourd'hui encore, légèrement. Si vous enlevez tous les immigrés donc de minorités hongroises, de Serbie, de Roumanie et de Slovaquie, eh bien, ce solde migratoire est très largement négatif. Donc, pareil, sur la démographie, en fait, la politique de Viktor Orban est très, très, très en trompe-l'œil. On pourrait dire, parce que, si vous voulez, il n'est absolument pas question de nier notre considération pour les Hongrois ou pour les Polonais, mais que d'un côté, ça les regarde. Le problème pour nous, intérêts nationaux français, ce qui est quand même un peu la base de notre métier, c'est que c'est fait, malheureusement, avec des moyens qui nous sont pris, des subsides qui nous sont pris. Parce qu'à la rigueur, d'un côté, que les Polonais se débrouillent comme ils le peuvent dans le corridor historique qui est le leur, que les Hongrois fassent la même chose, et que chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais le problème, c'est que souvent, on a tendance à oublier qu'à chaque crise d'emphase, bien Bruxelles va se tourner vers la France, et la France va faire un chèque. Oui, alors ça c'est exact. Et puis il y a une deuxième chose aussi, c'est que, alors là, le reproche ne sera pas pour la Hongrie, mais pour la Pologne. À chaque fois que la Pologne montre les muscles face à Moscou, c'est garanti sur la vie de soldats français, dans le cadre de l'OTAN. Et donc c'est facile quand on s'appelle la Pologne d'aller faire des manœuvres sur la frontière biélorusse et d'aller narguer les Russes. C'est facile de dire que nous devrions avoir une politique de fermeté vis-à-vis des Russes, etc. Mais le problème, c'est que celui qui paye in fine la vie de ceux qu'on engage, tout cela, c'est gagé sur la vie de soldats français en partie. Enfin, dernière chose, nous avons une crise gazière en ce moment. Nos téléspectateurs le savent, les prix du gaz vont être amenés à monter. Le principal responsable de cela, et je peux en parler parce que je l'ai vécu au Parlement européen, le principal responsable de cela, c'est la Pologne. Parce qu'au sein du Parlement européen, alors il y a une proposition de la Commission européenne. Vous pourrez vérifier en 2016-2017, donc pour soumettre au contrôle de la Commission européenne les contrats d'approvisionnement à long terme en matière de gaz, pour que la Commission européenne ait les pouvoirs, pour que la Commission européenne ait un droit de veto sur les contrats d'approvisionnement des États membres pour serrer la vis à Gazprom. Les Polonais, au sein du Parlement européen, le rapporteur au sein du Parlement européen était un membre éminent du PiS polonais, M. Krasnodębski. Et il a aggravé le texte avec l'alliance des Verts et d'une partie des parlementaires d'Europe de l'Est du PPE. Pas les Hongrois, il faut le reconnaître.
Mais par contre, les Slovaques, les Tchèques, etc. Et les Britanniques, d'ailleurs. Du Parti conservateur. Contre Moscou, vieux jeu britanno-russe. Voilà. Et vous avez eu cette décision-là, a eu comme effet immédiat pour nous d'arrêter la négociation de contrats à long terme, étant donné que ça a rendu le processus de négociation tellement compliqué, par exemple en obligeant d'avoir des observateurs de la Commission européenne à toutes les étapes de la négociation, d'avoir un avis de la Commission européenne avec droit de veto sur le contrat. Pour une institution européenne qui garantit le pire des secrets des affaires dans des situations qui mériteraient des lanceurs d'alerte pour les citoyens. Je ferme la parenthèse en même temps que l'ouvrir, mais là, pour le coup, c'est ça. Toutes ces aggravations-là ont été à l'initiative de parlementaires polonais, du Parlement européen. Et donc, aujourd'hui, si les prix du gaz montent, ce n'est pas à cause de Poutine, c'est à cause de nos amis polonais, si nationalistes, si souverainistes, qu'ils voulaient empêcher les États d'Europe de l'Ouest de faire des contrats d'approvisionnement à long terme avec Gazprom qui garantissaient des prix, non pas flottants, mais des prix fixes, donc sans les coups de yo-yo du marché spot que l'on voit actuellement, qui a été promu par la Commission européenne, l'Allemagne et la Pologne. Il y aurait un autre flanc de ce sujet que nous n'aurons pas le temps de traiter, mais j'espère vous réinviter avec peut-être pas un contradicteur, mais disons un autre spécialiste pour parler justement du vis-à-vis avec une politique beaucoup plus tangible qui est la politique de Boris Johnson, qui justement pourrait apparaître certainement comme étant un modèle beaucoup plus viable, en tout cas pour la France, avec les limites de la notion de modèle en politique. Mais ça mériterait beaucoup d'explications. La seule chose, c'est, disons que nous avons aujourd'hui une focalisation peut-être excessive par rapport aux intérêts français sur l'ancienne Mitteleuropa. Nous avons cette focalisation parce que une partie des élites souverainistes, ou anciennement souverainistes, ou proto-souverainistes, a décidé de faire son deuil de la question de la sortie de l'Union européenne. Et donc, elle cherche des modèles qui, le pense-t-elle, permettent de concilier maintien dans l'Union européenne et développement de politiques non conformes au mainstream européen. Le problème que je vois, moi, c'est que ces modèles-là, donc modèle polonais, modèle hongrois, sont des modèles qui ont une seule limite, et qui est énorme, c'est que ce sont des modèles qui ont renoncé à la puissance. Et effectivement, pour moi, ce qui est la force du, entre guillemets, modèle britannique, mais de la politique de Boris Johnson, c'est que lui a annoncé tout de suite qu'il va dans une politique de puissance et qu'il se donne les moyens de la politique de souveraineté. Alors que les modèles d'Europe de l'Est ont ceci de commun, que ce sont des pays qui ont, quand ils sont sortis du bloc soviétique, qui ont décidé, quand ils ont fondé le groupe de Visegrad, de renoncer à la puissance. Vous aviez fait un travail très complet sous l'égide du Cercle Aristote. J'espère que nos téléspectateurs pourront le retrouver sur la notion de groupe de Visegrad. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Et comme disait Jack Welch, qui, à défaut d'être un grand homme, avait au moins une bonne formule, « Décide toi-même de ton avenir, sinon quelqu'un d'autre le fera ». Romain Bessonnet, merci. Et je recommande encore votre livre sur le tome 1 des écrits de Vladimir Poutine aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Chers amis de TV Liberté, merci de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt avec de nouveaux auteurs et avec, j'espère, d'autres pensées non conformistes. Et restez à l'écoute sur TV Liberté, bien sûr. Merci.